Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Gérer sa bipolarité. Je suis Leila Djedidi Farhat et après des années d'errance médicale, je suis diagnostiquée bipolaire il y a 3 ans suite à une crise maniaque. Depuis, j'ai repensé entièrement ma vie, j'ai mis en place des systèmes et toute une structure qui me permet aujourd'hui d'être stable et surtout de maintenir cette stabilité. Aujourd'hui, j'aide les personnes qui vivent avec un trouble bipolaire à avoir de la clarté, à développer une conscience très fine de leur corps et de leur humeur, à créer un vrai système pour réussir à bien gérer leur bipolarité au quotidien et stabiliser leur maladie. Le tout, bien sûr, sans perdre son identité ni sa liberté. Alors prépare-toi un bon petit café, sors ton carnet préféré et un stylo et c'est parti. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. D'avance, excusez ma voix, je suis encore un petit peu malade, un petit peu enrhumée, mais je veux absolument honorer le fait de sortir un épisode chaque semaine. Donc ça va le faire. Aujourd'hui, on va parler du fait d'être heureuse, mais parfois trop heureuse, et comment surveiller les signes justement de l'hypomanie ou de la manie sans devenir paranoïaque. En ce moment, les beaux jours reviennent. On est aux portes du printemps, la luminosité, les soirées vont devenir de plus en plus longues. Et tout ça, ça met de bonne humeur. Tout le monde est de plus joyeux, plus de bonne humeur. Dehors, il fait plus chaud. Et tout ça, ça rend heureux. Mais à partir de quel moment il faut s'inquiéter? À partir de quel moment est-ce que tu dépasses la limite? Eh bien, ça, c'est la question quand tu deviens bipolaire, quand tu découvres ta bipolarité. C'est la question que tu vas te poser tout le temps. Mais justement, on ne va pas devenir parano avec ça et penser que dès qu'on est un peu joyeux, ça y est, tout de suite, il faut tirer la sonnette d'alarme. C'est pas ça. Et là, j'en parle parce que justement, l'été va arriver et moi, ça a été ma plus grosse peur. J'ai été diagnostiquée au printemps et plus l'été arrivait, je savais que chaque été, j'avais une crise. Et tu vois, c'est vraiment cette chose-là qui me faisait le plus peur, c'est qu'au début, les premières fois où je me sentais juste bien dans ma journée, j'étais heureuse, simplement, je me sentais bien, j'avais le cœur léger. Et ben, aussitôt, je me disais, ça y est, mais est-ce que c'est pas ça? En fait, est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est en train de repartir? Qu'est-ce que je fais? Donc déjà, ce qui est important de voir avec tous les signes avant-coureurs, les prodromes comme on les appelle, c'est que ces prodromes, avant de devenir des symptômes, c'est croissant en fait. C'est vraiment, ce n'est pas figé. On peut pas dire à l'instant T, tu ressens ça, ça veut dire que voilà, et la crise est là. C'est vraiment une courbe qui monte. Et chaque prodrome que tu vas prendre séparément, il y a un curseur à l'intérieur. Et tu vas le comprendre parce qu'on va voir tout ça ensemble. Mais il faut vraiment garder en tête que c'est pas figé. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée, dans le temps. Ce qui fait que tu peux éliminer le fait que tu as été de super bonne humeur une journée, mais le lendemain, un peu moins, etc. C'est normal. On reste des êtres humains comme tout le monde. Donc, peut-être que tu ne les as pas tous expérimentés, peut-être que tu ne les connais pas tous, tous les prodromes que je vais te donner, même certains symptômes, justement de l'hypomanie ou de la manie. Il faut pas tous les avoir pour que ça soit une crise, d'accord? C'est vraiment, on a chacun les nôtres, on va dire. Et c'est pour ça que c'est important vraiment de s'observer au quotidien et puis de se rappeler aussi, de réfléchir par rapport aux anciennes crises qu'on a pu avoir et de se dire, ah ouais, moi j'avais ça, enfin, et en général c'est les mêmes qui reviennent. Donc tu peux vraiment avoir ta petite liste en fait et tu sais que c'est ça que toi tu dois surveiller. Donc en général, gentiment, quand ça monte, tu vas avoir l'accélération des pensées. Tes pensées sont plus rapides, plus vives. Et ce que je veux mentionner aussi, c'est que ce qui est difficile là-dedans, c'est que la plupart des prodromes qui apparaissent comme ça gentiment, c'est des trucs sympas en fait. Ça feel good, on se sent bien, on a juste l'impression d'être plus énergisé, plus performant, enfin voilà, des choses qui forcément ça plaît à n'importe qui d'avoir beaucoup d'énergie, etc. Surtout lorsqu'on a connu avant une dépression. C'est vraiment le cas de le dire, le jour et la nuit. Donc voilà, reprenons. Tu peux aussi avoir l'impression d'avoir des idées brillantes ou révolutionnaires et te dire ça vraiment, ou que tu vas devenir milliardaire. Il y a souvent ça aussi, millionnaire, milliardaire. Il y a une relation à l'argent. Et en ayant étudié ça en fait chez d'autres personnes, j'ai pu voir et remarquer qu'elles avaient vécu aussi la même chose par rapport à ça. Donc j'étais pas la seule là-dedans, mais effectivement moi aussi c'est un des signes chez moi lorsque je commence à dire à tout le monde que je vais devenir millionnaire ou milliardaire.
Là, on a déjà franchi un petit peu, encore une fois. Mais voilà, c'est pour te donner une idée. Donc, d'avoir l'impression d'avoir des idées extraordinaires et justement que tu vas soit faire fortune avec ou sauver la planète, etc. Et avec justement cette accélération des pensées, tu peux aussi avoir de la difficulté à te concentrer que sur une tâche. Ça peut, justement, petit à petit, tu peux observer et te dire j'ai plus de mal à focus. Alors là, de nouveau, c'est plus compliqué si tu as un TDAH parce que il y a certaines choses qui se ressemblent et qui peuvent mimer. Le TDAH peut vraiment mimer l'hypomanie et vice-versa. Mais ce qui est important, et je ferai un épisode là-dessus, c'est que le TDAH, il est là tout le temps. Il est stable, lui. La bipolarité, votre maladie, fait que il y a cette instabilité dans les phases, dans les crises, alors que le TDAH, vous l'avez, il est là tout le temps. Mais il peut être comme renforcé ou venir renforcer l'hypomanie, la manie, quand on parle d'impulsivité, ce genre de choses, et évidemment, quand tu es aussi très haut dans l'humeur, le TDAH va pas aider. Ça va plus être un accélérateur, un amplificateur à ce moment-là. Donc il y a aussi une sensation d'être plus intelligente ou d'y voir plus clair, plus lucide que d'habitude. Ça peut aussi être que tu as l'impression petit à petit que les gens sont vraiment idiots, stupides autour de toi et surtout qu'ils n'ont pas d'ambition, qu'ils restent dans la matrix, peut-être tu as déjà entendu ça, etc. Pour moi aussi, ça, c'est un signe. Vraiment en crise, en hypomanie, puis après moi j'ai été jusqu'à la manie, je prenais vraiment les gens de haut. C'était terrible. Vraiment, pour moi, il y a tous ces gens-là qui faisaient rien de leur vie, qui avaient zéro ambition, qui voyaient pas que c'était complètement nul d'être dans le salariat. Enfin, je rejetais complètement tout ça. J'étais, voilà. Donc ça peut être aussi quelque chose que toi, tu as expérimenté. C'est important de le mettre dedans. En termes d'énergie et d'activité, donc tu as un besoin de sommeil qui est réduit sans fatigue ressentie. Donc c'est pas que tu as veillé plus tard, etc. Mais le matin tu es fatigué, c'est pas ça. C'est vraiment, tu vas voir peut-être que tu repousses l'heure du coucher parce que t'es pas fatigué. Et le matin, tu te réveilles bien. Et souvent tu te dis waouh, du coup j'ai pas tant besoin de dormir que ça, donc c'est trop cool parce que je me sens bien quand même le matin, comme si de rien n'était. Et là, voilà, ça augmente et ce qui fait que tu diminues ton temps de sommeil et c'est de pire en pire. On en parlait un petit peu avant, mais le côté productivité. Donc tout d'un coup, tu dors moins, mais tu fais plus de choses justement. Tu as l'impression d'avoir beaucoup plus de temps pour avancer, faire des projets, etc. En parlant de projets, justement, multiplication des projets et des nouvelles idées. Donc lancer plein de trucs, réfléchir à plein de trucs. J'avais posté de mon côté une photo où justement je faisais moi des business plans et j'écrivais sur des feuilles A3 toutes mes idées, mes pensées, puis ça partait dans tous les sens et moi j'étais sûre que ça allait être génial ce que je faisais. Donc ça c'est quelque chose, si tu observes dans ton quotidien que petit à petit là, avec les beaux temps qui arrivent, parce que beaucoup de gens sont touchés par cette météo justement, et moi je suis persuadée que la luminosité elle a vraiment un impact sur notre maladie, parce que ça touche au rythme circadien. Et quand tu commences à toucher à ça, forcément, tu peux déstabiliser quelque chose qui était bien stable depuis un moment. Et là, de nouveau, ça rejoint un petit peu le TDAH, mais il va y avoir tout ce qui est difficulté à rester immobile, à te poser, à relaxer. Donc ça rejoint un peu l'hyperactivité, mais de nouveau, si tu as de l'hyperactivité sur toute l'année, tu connais ton TDAH. Par contre, si en temps normal, t'as pas du tout ce problème-là et que là, euh, bah, tu peux même pas te poser 2 secondes, prendre un café, machin. Enfin, faut que tu te relèves, faut que tu fasses ton ménage, faut que tu fasses ton ménage, voilà, à 2 heures du matin. Faut que tu repartes au sport, que tu fasses, voilà, ça aussi, le sport en excès. Peut-être que tu fais deux fois par semaine du sport, puis là, t'en fais tous les jours, 2 fois par jour. Tu te vois courir un marathon alors que t'es pas prêt. Enfin, des choses comme ça. Où petit à petit, tu augmentes. Voilà, quand ça va trop vite, c'est un signe en fait. Moi, le sport, ça en faisait partie. De plus en plus, je dépassais mes limites, je les repoussais en fait au fur et à mesure. D'ailleurs, par moments, j'ai pu me blesser à cause de ça. Donc là, on fait attention. Et tu dois vraiment voir par rapport à toi, dans ton quotidien, comment tu es en temps stable, on va dire. Si tu prends sur une année, comment tu es. Il faut vraiment se créer euh, une base en fait que tu connais, un point de référence pour pouvoir comparer. Ça c'est le plus important. Et c'est pas évident, c'est vraiment pas facile. Ça demande beaucoup de temps à se connaître en fait, à bien se connaître.
à respecter aussi ce point-là, parce que plus vous allez respecter votre base, votre point de référence, et que justement vous voyez que ça commence à dévier dans un sens ou dans un autre, là on parlait en up justement, plus vous allez vous entraîner à prendre ça au sérieux, votre cerveau va de plus en plus arriver à mettre vraiment le stop, et d'ailleurs c'est très satisfaisant au final quand on arrive à stopper une crise et au lieu que ça monte trop haut, on arrive à freiner, à ralentir et à faire en sorte que ça parte pas en up. Ça donne vraiment aussi confiance en soi. Ça, c'est aussi très important. C'est un des bénéfices cachés, on va dire, qui se trouve derrière le fait de bien gérer sa bipolarité. Ensuite, en termes d'humeur, on va avoir l'euphorie ou l'optimisme excessif. Donc l'euphorie, là, c'est que tu es déjà bien trop haut. Moi, je le mets dans les symptômes à ce moment-là. L'optimisme excessif aussi, c'est-à-dire il va y avoir une grande naïveté, tout le monde est beau, gentil, tout le monde nous aime, etc. Parce que, encore une fois, c'est comme si tu mets des lunettes roses et tu sors et tout est beau, tout est clair, lumineux, ça brille. Moi, je l'ai expérimenté. Je sais que en phase up, le monde est différent en fait. Avec mes yeux, je vois la même chose, mais les couleurs, tout est différent. Les odeurs, tout a un goût différent. Ce que je ressens en moi, ça vibre différent. Donc voilà, l'optimisme, c'est d'être vraiment de penser que tout nous réussit, tout va bien se passer tout le temps. À côté de ça, il n'y a pas tout le monde qui le vit. C'est l'irritabilité aussi. Donc, ça doit être quelque chose qui sort de l'ordinaire. Là, tu es vraiment irritable, tu te fâches vite, ça part vite en cacahuète. Ça peut être vraiment lié au fait d'être un peu, trop up, d'être trop excité, que ça surchauffe trop dans ta tête. Et ça part aussi si déjà tu as un tempérament aussi un petit peu colérique ou quoi, ou que tu as tendance à vite t'énerver, ça peut forcément rajouter de l'huile sur le feu, comme on dit. Comme on vient d'en parler avec l'optimisme, ça rejoint un petit peu, c'est le sentiment de puissance, de toute puissance, je dirais même, de confiance extrême, où clairement tu vas penser que rien ne peut t'arriver. Mais genre rien du tout, que tu es surpuissante, que c'est toi qui maîtrises tout, c'est toi qui gères, et que de toute façon tout le monde t'aime, donc qu'est-ce qui peut t'arriver, n'est-ce pas? Et c'est là où tu vas penser à des projets, tu vas te voir réussir, devenir millionnaire comme ça rapidement, avoir des idées vraiment de grandeur, etc. Alors que peut-être t'as même pas lancé ton idée de projet, enfin c'est complètement démesuré par rapport à là où tu en es, et tu es persuadé que ça va fonctionner. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est parler plus vite ou plus longtemps que d'habitude. Donc voilà, encore une fois, si t'es quelqu'un de très réservé, discret, silencieux, là tu tapes la conversation pendant 3 heures, tu veux pas t'arrêter forcément. Mais là, encore une fois, on est déjà dans l'extrême. Donc si petit à petit tu observes au quotidien que gentiment tu commences à parler de plus en plus, tu commences à te tourner de plus en plus vers les autres aussi avoir besoin, tu vois, de sociabiliser avec les gens, alors que peut-être toi d'habitude t'es plus introverti. Ça, clairement, c'est un signe. Je sais que ça fait partie de ce que j'ai, de vouloir vraiment sortir beaucoup plus à ce moment-là, de vouloir rencontrer plein de gens et de trouver tellement passionnant de parler à plein de gens. Alors que si tu prends ma base, je suis quelqu'un d'introverti, parce que quand on dit introverti, c'est pas timide, parce que je suis pas timide, mais c'est selon comment tu régénères en fait ton énergie. Donc est-ce que de passer beaucoup de temps avec des gens, ça va t'énergiser ou pas, ou est-ce que quand tu es seul chez toi, c'est ça tu remontes tes batteries comme ça. Donc moi j'adore sortir, voir des gens, puis tout d'un coup je reviens et pendant 2 jours comme ça j'ai besoin d'être chez moi. Par contre je suis aussi quelqu'un, je peux pas rester trop longtemps enfermé ou quoi, j'ai besoin de voir du monde. Donc bon, un peu un mix des deux. Mais typiquement, le fait de beaucoup sortir, d'être tout le temps dehors, de pas vouloir rentrer le soir, souvent, de ce que j'ai observé, entendu, les témoignages, etc., les personnes avec qui j'ai parlé, il y a beaucoup tu deviens un oiseau de nuit. Le monde de la nuit attire beaucoup les personnes qui commencent à être en up. Donc ça fait aussi partie. Si tout d'un coup, tu as juste envie de sortir de plus en plus, etc., observe et reviens à ta base, regarde, fais une comparaison entre les deux en fait. On a aussi tout ce qui va être désinhibition. Donc ça, la vraie désinhibition, t'as déjà passé la frontière, on va dire. T'es plus dans le prodrome. Quoique, voilà, au début, si tu commences à parler beaucoup, puis à dire des choses un peu inappropriées aux gens,
C'est comme si t'as plus trop de filtres. Tu dis ce que tu penses, ce qui sort comme ça. Moi, je le mets aussi avec tout ce qui est la façon de te vêtir. Si tu commences de plus en plus à vouloir t'habiller très sexy, tu vois, de plus en plus dénudé, etc., c'est quelque chose qui se retrouve aussi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi l'augmentation de la libido qui arrive chez beaucoup de personnes bipolaires qui commencent à être en up, qui commencent à monter, à avoir voilà beaucoup de désirs. C'est quelque chose dont il faut parler et souvent on va avoir honte, on va taire, mais c'est quelque chose où tu peux être la personne la plus fidèle. Lorsque ça commence à monter, tes yeux commencent à traîner, tu vois. Tu vas commencer à être attiré beaucoup plus facilement. Encore une fois, à cause de la maladie, c'est pas la personne elle-même qui veut ça. Moi, je l'ai vécu. C'est quelque chose de très déstabilisant, très perturbant, surtout quand on aime son mari et qu'on tient à notre relation en fait. Mais la maladie, on peut la battre, on va dire, et la contrôler que jusqu'à un certain point. Surtout quand on ne sait pas qu'on est bipolaire. Donc, à un moment donné, la volonté seule ne suffit plus et ça nous dépasse complètement. Il va y avoir tout ce qui est dépenses aussi. Ça, c'est quelque chose de très commun à beaucoup de bipolaires. C'est des dépenses impulsives, c'est-à-dire tu claques, je sais pas, 100 000 balles pour une voiture ou ce genre de choses. Ou ouais, des achats inhabituels. T'as jamais, je sais pas. Il y en a qui sont allés pour acheter une maison alors qu'ils déjà ils avaient même pas les fonds. Puis ça va être toujours dans la démesure. C'est pas la petite voiture d'occasion. Ou bien tu vas t'acheter une grosse Rolex. Ça peut aussi rejoindre, comme je le disais avant, le côté naïf, le côté optimiste. Ça va être vraiment de se faire arnaquer. À ce moment-là, les gens, les manipulateurs, les escrocs, ils ont le flair et ils voient clairement qu'on n'est pas on n'est pas dans notre état normal. Plus tu rajoutes à ça l'envie et la croyance sûre et certaine que tu vas être millionnaire, et ben c'est là que tu investis tout ton argent et que tu le revois plus jamais. Donc si, en fait, avant d'en arriver là, si tu as envie, tu sens que petit à petit l'argent il te brûle les doigts, tu as envie de dépenser, tu as envie d'acheter. Et c'est pas un problème de consommer. Je veux dire, on consomme tous. Tu vas, tu t'achètes, tu te fais une journée shopping, ok. Mais si tu rentres de ta journée shopping, puis tu retournes sur Internet et puis tu commences à commander je sais pas combien de trucs et que petit à petit tu sens en fait à l'intérieur de toi, et c'est là que je dis qu'il faut avoir une conscience fine de soi, c'est qu'il faut se connecter à soi-même, tu le sens en toi, qu'il y a quelque chose qui gronde et tu sens que ça t'appelle, une envie, un besoin, t'es là, faut que j'achète ça. Sauf que ça c'est pas normal. À ce moment-là, le test c'est de se dire ok, je l'achète dans une semaine. Si dans une semaine ça me plaît toujours, je veux toujours l'acheter, je l'achèterai. Et si t'es pas capable de faire ça, c'est que tu es déjà loin. Si juste l'idée de reporter, ça te rend dingue, c'est que t'as déjà franchi la limite. Donc voilà, l'impulsivité qui rejoint le TDAH, je le redis, tout ce qui est prise de décision rapide aussi sans réfléchir, ça rejoint le fait qu'on peut se faire escroquer très facilement. Ça fait partie des signes. Là, il y en a certains qui sont un petit peu touchy. Parce que typiquement, tu vas avoir par exemple la sensation d'être hyper aligné avec ta mission de vie, le rôle que tu as sur Terre, etc. Ce qui est bien. On veut tous être alignés. Mais il y a aligné et aligné. Et encore une fois, cette maladie, c'est la maladie de l'excès, dans les deux sens en fait. On n'est pas juste un peu heureux, on est trop, too much, c'est trop, trop, trop. Trop dans le bonheur, trop dans l'énergie, il y a trop d'énergie, il y a trop de pensées. Vraiment, voilà, il faut le voir, c'est un trop plein. Et en fait, c'est vraiment comme si tu appuies sur l'accélérateur et qu'il n'y a pas de frein. Tu es en train d'appuyer, puis tu sais, ça fait... Puis en fait, ça va surchauffer à un moment donné. Parce qu'elle peut pas rester ta voiture à fond comme ça éternellement. Et c'est comme si, clairement, le moteur, il se met à fumer, fumer, fumer. Et puis, c'est là qu'on nous récupère. Et puis que, voilà, tout s'arrête. La fête est terminée. Donc, le fait d'être aligné, c'est très bien. Mais après, souvent, ce qui va s'attacher, c'est un besoin intense, on va dire, de spiritualité, de sens, etc. Donc il y a une recherche intense. Si tu commences à beaucoup lire de livres qui vont dans ce sens. Et encore une fois, c'est d'un coup. Tu passes du tout au rien, enfin du rien au tout dans ce sens-là. Ça ne t'intéressait pas il y a un mois, et là, t'es plongé, tu dévores ces livres. Tu écoutes tous les podcasts possibles dessus, les vidéos YouTube, t'es à fond dedans. Tu veux te faire coacher, rentrer dans un truc. Ça, tout va très vite, les décisions que tu prends. Et après, ça arrive, tu sais, carrément au sentiment d'être guidé,
investi, tu vois, d'une mission spéciale que Dieu t'aurait donnée juste à toi. Et ça, c'est quand ça monte, justement. Et petit à petit, tu commences à croire à ça, jusqu'à ce que tu y crois à 2000%. Moi, quand j'étais en up en l'été 2022, bah, c'est Dieu qui me guidait. Dieu, il me parlait, il me disait ce que je devais faire, et de toute façon, j'étais sa préférée, d'accord? Il m'amenait là où je devais aller, et tout était fluide, et tout était... Ouais, c'était vraiment ça. C'est un trop-plein comme ça de... En fait, c'est quand tu commences vraiment à déconnecter de la réalité. Parce qu'il y a la foi, et c'est ça qui est difficile, vraiment. Je trouve que, c'est pour ça que j'ai dit touchy, c'est un des points les plus compliqués, parce que quelqu'un peut venir t'en parler, puis on recherche tous à un moment donné du sens, encore plus avec la maladie. Et voilà, il y a tout ce qui est développement personnel aujourd'hui, où il y a de tout dedans. Et certains qui vont venir sans même le savoir que t'es malade vont venir appuyer sur l'accélérateur aussi, en te disant que oui, que t'as une mission, puis que tu peux définir ton destin et prendre les rênes de ta vie. Et toutes ces choses-là, quand tu commences à monter, mais c'est du miel, quoi. T'es là, oui, encore, dis-moi ça. Et carrément, on peut arriver dans du délire, dans le sens que t'as des pouvoirs. Euh, Moi, je pensais que j'avais des pouvoirs d'attraction, comme ça, je regardais les gens et c'est bon, et que j'entendais presque leurs pensées et tout ça. Ce qui est plus rare, c'est qu'au fur et à mesure, tu peux avoir des symptômes un peu psychotiques, où tu entends des choses, où tu entends des voix, tu penses vraiment qu'on te parle. Euh, Ça va aussi hein, avec le manque de sommeil. Il y a aussi tout ce qui est commencer à remarquer vraiment fortement toutes les coïncidences qu'il y a dans ta vie en disant tout a un sens, en disant c'est des synchronicités, mais ces synchronicités elles peuvent t'amener vraiment n'importe où et surtout là où t'as peut-être pas envie d'aller en fait. Moi, j'étais persuadée, ce fameux été 2022, que je devais aller à Dubaï. Tout d'un coup, Dubaï était venu comme ça. Donc j'ai dit c'est le destin, c'est Dieu qui me parle à travers ça. Il m'envoie là-bas. Je vais me trouver un nouveau mari là-bas, c'est sûr, millionnaire. Et c'était parti en fait. Sauf que moi j'avais rien à faire là-bas. Et le problème c'est qu'on n'a plus du tout de décision éclairée en fait. Il n'y a plus du tout cet éclairage, il n'y a plus du tout de discernement. Et c'est pour ça que ça devient de la croyance sans discernement. Et c'est là que c'est hyper dangereux. Tu peux petit à petit aussi abandonner des responsabilités importantes. Ça peut être aussi tout plaquer, tout lâcher. Donc ça rejoint l'impulsivité. Ce qui était très important pour toi avant, bah là, c'est plus, parfois c'est comme ringard, tu vois. Surtout si tu te dis, bah moi je suis partie sur être millionnaire, là mon projet, je sais pas, d'être prof avec les enfants, franchement, je veux plus. Donc ça peut aussi être ce genre de choses, des choses que tu aimais depuis longtemps, puis là tu veux tout lâcher. Donc je crois que j'ai fait un peu le tour par rapport à ça. Dites-moi si vous avez d'autres signes. C'est intéressant de les partager, de les mettre en commun, de voir un peu ce qui ressort. Maintenant, une chose que je voulais ajouter, c'est que c'est pas évident à faire la distinction et que c'est pour ça que c'est très important d'avoir un cercle et d'avoir un système en place qui vraiment vous permet le plus possible de ne pas monter ou descendre, hein, mais là on parle du up, de ne pas vous éloigner de votre base. C'est important d'avoir des gens qui peuvent vous dire, écoute là, je te sens différente. Et c'est aussi important que tu leur donnes en fait l'autorisation de comme te surveiller. Ça, on pourrait en faire tout un épisode, mais c'est très important d'arriver à lâcher prise. L'ego souvent ne veut pas à ce moment-là, mais c'est de se dire, écoute, je t'autorise si tu sens, si tu vois que j'agis bizarrement, à venir m'en parler. Et je t'autorise à garder un œil sur moi. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de diminué, quelqu'un qui sait pas, qui est pas assez mature. C'est pas ça. T'es ni faible ni quoi que ce soit. Au contraire, tu mets en place des choses pour que tout roule. Et c'est ce qu'on veut en fait au final. Et ce qui est pas évident parfois, c'est que on est vraiment sympa. On va dire, on est vraiment plus cool quand on monte, parce que les gens vont avoir tendance à comme encourager ça chez nous, sans le savoir, hein. Vraiment sans le savoir. Et c'est pas pour se déresponsabiliser, mais effectivement, moi j'ai jamais rencontré autant de personnes à ce moment-là. Après, je sortais beaucoup. Mais on attire par ce rayonnement, par cette énergie, par tous ces projets, tout ce qu'on raconte, toute cette envie en fait. Et on va avoir tendance à vraiment attirer plein de gens comme ça, qui aiment cette productivité, qui aiment cette fougue, cette pêche, qui ne savent pas ce qu'il y a derrière, bien sûr, et que ce que eux voient à ce moment-là,
ça plaît à beaucoup de monde. Parce que ça sort du commun, en fait. Sauf que nous, à ce moment-là, on est malade. Et surtout, cette phase, elle dure pas. Et malheureusement, ça fait partie de bien gérer sa bipolarité, c'est de s'auto-contrôler, faire des auto-checks comme ça. Assez fréquent d'avoir un point hebdomadaire tous les dimanches, de s'asseoir et puis de se dire juste, ok, cette semaine, est-ce que j'ai dormi à peu près à l'heure fixe? Comment ça s'est passé au niveau de mes repas? Ah oui, parce que ça peut être un point aussi, j'en ai pas parlé, le fait de beaucoup moins manger, donc de perdre du poids, mais de pas avoir la sensation de faim. Ça va un peu avec aussi le manque de sommeil. C'est deux choses que j'ai pu observer chez moi et chez beaucoup d'autres personnes. Et donc de faire un contrôle régulier, plus quotidien en fait, quand vous sentez tout d'un coup, quand vous dites tiens, j'ai envie de changer la déco, de repeindre ma maison, puis je vais sûrement me réinscrire au sport, et puis voilà. Quand vous avez des idées, questionnez-les. Quand vous ressentez des choses à l'intérieur de vous, vous repoussez l'heure du sommeil parce que vous vous sentez bien, vous avez une excitation qui commence à émerger. C'est vraiment lié à ça en fait, l'excitation. L'excitation pour un projet, l'excitation pour quelque chose. Et c'est dans notre maladie ce qu'il faut le plus surveiller en fait. On ne doit pas être trop excité. Ça fait bizarre de le dire comme ça, mais c'est vrai. Et trop fréquemment et avec trop de choses d'un coup, c'est pas bon. Parce qu'on a déjà cette tendance-là. Notre cerveau, il a déjà été dans des extrêmes. Donc il sait ce que c'est. C'est un peu une Formule 1 comme ça, très très sensible. Sensible au stress et au changement. Et oui, c'est pas toujours cool de se dire je dois surveiller alors que d'autres peuvent se laisser porter et vivre comme ça leur vie tranquillement. D'ailleurs, ce qui m'a inspiré à faire cet épisode, c'est parce qu'il fait beau. Ça fait quelques jours qu'il fait beau. Je reviens du sport et pendant une semaine, je suis en tête à tête avec mon fils de 2 ans. Mon mari est parti avec les grandes et enfin la maison est calme. Bon, aussi calme que ça peut l'être avec un petit de 2 ans. Mais malgré tout, j'ai beaucoup plus de temps. J'ai pas besoin de cuisiner comme d'habitude. Je me sens mieux, même s'il me manque, mais je profite et je me sens bien. Et j'ai recommencé à peindre. Et voilà. Et petit à petit, je me suis posé cette question. D'ailleurs, assez rapidement. Et je vais me surveiller de près tous ces prochains temps. Parce que oui, je prends mon médicament. Mais je sais que pour moi, cette saison, le printemps, l'été, ça peut monter comme ça. Et d'ailleurs, ça, c'est pas en quelques jours forcément, hein. En général, ça prend quelques semaines. Moi, je sais que ça montait comme ça sur quelques semaines, plusieurs semaines, jusqu'à l'été. Mais encore une fois, c'est pas tout le monde la même chose. Et le petit mot de la fin, ce sera vraiment de pas être dans la paranoïa, de pas psychoter sur ça et d'y penser tout le temps et de vous dire ça y est, il fait beau, aujourd'hui ça va déraper. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ou de vous dire je me sens heureuse, oh je suis trop excitée parce que j'ai rendez-vous, je sais pas avec quelle personne, j'ai rencontré l'amour, je suis trop bien. Ou je vais enfin voir en concert mon groupe préféré. Peu importe la chose excitante qu'il y a dans ta vie, ça veut pas dire que tout va péter, tout va lâcher. Si tu maintiens ta base, bien sûr qu'on a le droit d'avoir plein de choses quand même excitantes et sympas dans notre vie, sinon ça sert à quoi tout ça? Il faut pas vivre dans la peur. Et c'est ce que je vous explique à chaque fois, et c'est ce que j'ai réussi à faire avec le temps, parce que j'avais très très peur moi de cette maladie, j'avais peur de moi-même. Aujourd'hui, j'ai plus peur parce que voilà, j'ai la base, parce que je me connais, parce que j'ai les outils en place, parce que je sais quoi faire si ça commence à monter. En tout premier, le sommeil, je vais rectifier ça. Je vais rectifier l'hydratation, je vais rectifier la base, ce que je mange, etc. Et je sais que à côté, même si ça doit déraper, j'ai ce qu'il faut, j'ai l'accompagnement, j'ai tout mon système. Il est là, il est solide, je lui fais confiance à 2000%. Et toi aussi qui m'écoutes, je veux que tu n'aies pas peur, d'accord? Ça ne veut pas dire prendre des risques, c'est vraiment se connaître. Et quand tu te connais, tu n'as plus peur. Quand tu connais ta maladie, comment elle se présente pour toi particulièrement, et c'est pour ça que je t'invite vraiment à noter dans toute la liste là que je t'ai proposée, prends vraiment ceux qui t'appartiennent, ceux que tu reconnais et que tu sais. Tu dis, tiens, ça je connais, ça c'est à moi, ça. Ça m'arrive à chaque fois. Donc tu les notes et tu vas surveiller que cela. Et de temps en temps, tu te poses la question, tiens, j'en suis où là? J'en suis où le sommeil? J'en suis où l'excitation? Est-ce que je parle beaucoup? Est-ce que j'ai beaucoup de projets en ce moment? Combien j'ai de projets en ce moment? La productivité, est-ce que ça va? Etc., etc. Donc voilà, cet épisode a été extrêmement long, mais j'espère que il t'aura servi.
Et rappelle-toi, j'offre des séances de 30 minutes de coaching. J'ai seulement quelques places de disponibles ce mois-ci, donc si ça t'intéresse, n'oublie pas de cliquer sur mon lien dans la description. J'espère que tu as aimé cet épisode, que tu as appris quelque chose, que tu as eu des prises de conscience et que tu repars avec des clés pratiques à mettre en place dans ta vie. Si c'est le cas, pourrais-tu prendre quelques secondes de ton temps pour partager cet épisode à quelqu'un qui cherche aujourd'hui un soutien pour gérer sa bipolarité? Et ça me ferait aussi super plaisir si tu pouvais prendre 30 secondes pour m'écrire un avis sur Apple Podcast. C'est la seule façon pour moi de savoir que mon travail vous aide et tu contribues aussi à faire connaître ce podcast et aider d'autres personnes bipolaires qui souffrent encore de leur instabilité au quotidien. Merci d'avance et d'ici la prochaine fois, prends bien soin de toi. Ciao!